comme étant une distance entre les observations et la sortie du modèle. L'exemple de distance quadratique, c'était le cas particulier, plus une fois une deuxième distance qui serait d'une distance entre la solution et une solution que je pourrais l'appeler f infini, et vous verrez pour quelle raison donc je vais l'appeler ça f infini. Delta 1 et delta 2, ce sont donc en général deux distances, pas forcément les mêmes. Et mu, c'est le paramètre de régularisation. Et parmi les distances possibles, delta entre une grandeur et une deuxième grandeur, entre deux vecteurs quelconques, ici je vais le remplacer comme vecteur, on avait donc des distances quadratiques qu'on note comme ça, qui est la somme de xi moins v carré. Et on avait un autre exemple que je vous ai donné, c'était la distance de Kullback, qu'on note souvent comme ça, qui était la somme de xi, logarithme de xi sur v. Qui dit distance, ça veut dire qu'il y a quelques propriétés, en particulier delta de x et x est égal à 0. Vous pouvez vérifier que c'est le cas. Delta est toujours positif, égal à 0 lorsque les deux delta de x et y, c'est toujours positif, et égalité, c'est seulement quand x égale y qu'on retrouve donc l'égalité. Alors, il y a une troisième condition, delta de x et y, c'est égal à delta de y et x, mais ceci, ce critère, effectivement, il le vérifie, ce critère, il ne le vérifie pas, et c'est pourquoi, donc, distance de Kullback, parfois on l'appelle divergence, distance ou divergence. Et un autre exemple ici que je peux mentionner ici, c'est la somme de xi moins yi en valeur absolue par exemple, et puissance bêta, avec bêta entre 1 et 2. Voici donc en résumé deux choses que nous avons vues jusque-là. La dernière fois, je pense qu'à peu près on s'est arrêté ici. Juste continuer un petit peu donc dans cette même lancée-là, pour vous expliquer pourquoi ici je l'ai appelé f infini. Ça, on appelle ça l'a priori, et on verra ça pour quelle raison on appelle ça l'a priori, ou on appelle le terme de régularisation, a priori ou régularisation. Et ça, on appelle ça le terme d'adéquation aux données. Et mu, c'est paramètre de régularisation. La raison, c'est que si je mets mu égale 0, la solution qu'on obtient, c'est la solution au sens du nombre carré. F chapeau égale l'argument qui minimise distance delta 1. Dans le cas où delta 1 était une distance quadratique, ça fait la solution, je pourrais l'appeler ça F0. Et ici, sachant que delta 1 et delta 2 sont donc des distances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les autres solutions, ça dépend évidemment donc de l'expression de distance. Par exemple, si c'est une distance quadratique, ces courbes-là que je viens de dessiner ici, ce sont des courbes qu'on appelle des courbes isodistance. Par exemple, l'ensemble des points qui se trouvent ici, ce sont l'ensemble des points pour lesquels delta 1 égale quelque chose. Delta 1 égale quelque chose. Des valeurs qui augmentent au fur et à mesure.
Alors maintenant, si vous mettez mu tendant vers l'infini, évidemment, c'est juste le deuxième qui a un sens, deuxième terme qui aura donc un sens par rapport au premier. Dans ce cas, il faudra décrire le critère plutôt 1 sur mu delta 1 plus delta 2. Quand mu tend vers l'infini, ce terme-là devient 0, et donc la minimisation de notre distance delta 2, ici, il vous donne la solution f chapeau, qui est f infini. Et pareil, ici, vous pouvez dessiner donc, les courbes correspondant à des isodistances. Et en fait, vous voyez que vous cherchez simultanément à minimiser ça et ça en même temps, avec le poids relatif qui est mu. Et évidemment, donc, la solution que vous allez choisir se trouverait quelque part à l'endroit où il y aurait une intersection entre ces courbes, par exemple ce point-là. Ce serait une solution pour laquelle delta 1 est égal à telle valeur et delta 2 égale à telle valeur. Donc c'est l'ensemble des solutions. Ils suivent un cheminement comme ça entre mu égale 0 et mu égale 1. Donc vous voyez que la solution dépend donc évidemment de paramètres de régularisation. Cette expression-là, on peut l'écrire sous différents angles. On peut l'écrire chercher la solution qui minimise delta 1 sous contrainte que delta 2 soit inférieur à epsilon 1. Ou bien on peut l'écrire argument qui minimise delta 2 sous la contrainte que delta 1 soit inférieur à epsilon 2 ici, epsilon 1 ici. Donc ce problème-là, ou ce problème-là, ou ce problème-là, ils ont en fait la même signification, sauf que trouver quel est epsilon 1, quel est epsilon 2 et quelle est la valeur de mu, vous voyez que le résultat peut dépendre donc de ces choix. Alors, une fois que une des questions dans ces méthodes de régularisation, une des questions qui se posent, c'est comment choisir mu, le paramètre de régularisation. Mais une solution possible, c'est ça. C'est de dire, au lieu de choisir mu, je vais me donner une limite pour delta 2. Ou bien je vais me donner une limite pour delta 1. Oui. Chacun de ces cercles, alors j'ai dessiné en forme de cercle parce que j'ai supposé que les distances sont quadratiques. Sinon, dans le cas plus général, ça pourrait être des ellipses ou des ellipsoïdes. Et dans le cas plus général, ça dépend donc de la structure, donc de la distance qu'on choisit. Mais en tout cas, ça, l'ensemble des points qui se trouvent ici, ce sont l'ensemble des points pour lesquels la distance entre f et f infini, qui est ici, est une valeur constante, égale une constante C1. Ici, c'est la même distance, est égale à une valeur C2, avec C2 supérieure à C1. Ainsi de suite. Lorsque la distance va tendre vers 0, on se trouve à ce point. C'est la solution. Alors, F chapeau, pour cette raison-là, on appelle parfois la solution par défaut. Ça veut dire la solution lorsqu'on n'a pas encore les données. Et cette écriture et ce dessin vont nous permettre. Ici, f infini, c'est F infini, c'est une solution par défaut. Par exemple, vous pouvez mettre 0. Lorsque vous n'avez pas de données, quelle est la solution que vous proposez? C'est 0, par exemple. Ou une constante. Ça pourrait être 0, ça pourrait être une constante. Ou peut-être dans certaines applications, vous savez que la grandeur varie de manière linéaire. Vous pouvez mettre une ligne droite. Mais
très souvent, évidemment, donc c'est le choix qu'on fait, c'est 0. C'est la solution ou une constante lorsqu'on connaît la valeur de une constante. En tout cas, c'est le mot qui est choisi, on appelle ça la solution a priori. Le mot a priori, ça veut dire avant même d'avoir fait une observation quelconque, j'ai une idée de la solution, et c'est cette idée-là, cette solution a priori-là qu'on appelle. Alors, maintenant, évidemment, comme vous voyez ici, la solution dépend donc de la valeur de lambda. Alors, quels sont les outils pour détermination de paramètres U? Enfin, je l'appelle parfois mu, parfois lambda, donc ici j'ai mis U. Paramètres de régularisation. Alors, une des solutions, effectivement, c'est ce que je viens juste de dessiner. Au lieu de les définir mu, je vais vous fixer un epsilon 1. Dans ce cas, c'est d'une manière, en fait, on ne détermine pas, en fait, ici on le fixe. On le fixe comment? Parce que fixer par exemple epsilon 1, ça a plus de sens. Je vais dire delta 1, c'est quoi delta 1? Delta 1, si je choisis une erreur quadratique, c'est en fait le terme de bruit. Je me fixe que le terme d'énergie de bruit soit égal 10 puissance moins 5. Dans ce cas, delta 1, epsilon 1 est fixé. Epsilon 1 étant fixé, en fait, c'est d'une manière contournée, on est en train de définir la valeur de mu correspondante. Ou bien vice-versa dans l'autre sens. Ça dépend des applications. Alors, maintenant, ça, ce sont donc des méthodes qui ne sont pas vraiment... On fixe certaines grandeurs, mais sauf que fixer epsilon 1, ça a un sens, fixer epsilon 2, ça a un sens, et on peut en déduire quelle est la valeur de mu correspondante. D'accord? Alors maintenant, si on voudrait d'autres techniques, il y a une technique qu'on appelle ça courbe en L. L'idée c'est, lorsque je vais calculer donc la solution évidemment, pour une valeur de mu donnée, j'obtiens une solution. Pour cette solution finale que j'obtiens, je vais en échelle logarithmique, ici aussi pareil en échelle logarithmique, je vais mettre ici delta 1 et ici delta 2. Alors, lorsque delta 2 est très faible, c'est seulement delta 1 qui a un sens. Autrement dit, lorsque je vais changer la valeur de mu, je vais me trouver plutôt par là. Pour une valeur de mu égale 0, de plus en plus mu change ici. Lorsque, au contraire, si mu est très grand, je vais me trouver plutôt là. Donc ici, c'est la direction mu allant vers 0. Ici, c'est la direction mu allant vers l'infini. Donc, on peut imaginer que quelque part, si je dessine, je continue ça pour d'autres valeurs de mu, je vais pouvoir trouver une courbe comme ça. Hein? Je prends mu très petit, ensuite mu une autre valeur, une autre valeur, une autre valeur, une valeur très très grande, et j'obtiens expérimentalement cette courbe. Oui. Alors, delta 2 tend vers l'infini, mu étant vers 1 aussi. Alors, non, on choisit mu, et en fonction de ça, on calcule la solution, on fixe la valeur de delta 2. Oui. L'expression c'est mu fois delta 2. Oui, c'est mu fois delta 2. Non, l'argumentation, il faut le faire dans l'autre sens. Il faut dire que lorsque mu est petit, lorsque mu est petit, c'est delta 1 qui joue un rôle. Plus delta 1 joue un rôle ici sur cette échelle-là. Alors, lorsque mu n'est pas égal à 0, mais lorsque mu, je commence à faire baisser, je serai donc sur une branche comme ça. Lorsque mu
je vais augmenter, je serai plutôt sur une branche comme ça. On ne va pas aller jusqu'à l'infini, donc c'est un endroit où on calculerait la valeur qu'il faut. Ben ici, je n'ai pas dit que ici ça va jusqu'à l'infini. Ces deux axes-là, on commencerait par une valeur de mu égale 0, par exemple on va se trouver ici, mu égale 10 puissance moins 8, 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 7, mu égale 1, mu égale 10, mu égale 100, on s'arrête. La forme approximative de courbe qu'on va trouver, ce serait ça. Et une fois qu'on a trouvé donc ça, ben, je dirais c'est une méthode très à la main. Donc l'idée c'est de dire ben, l'endroit où les deux termes jouent un rôle suffisamment parlant, c'est cet endroit-là que je vais choisir pour trouver des limites optimales. Est-ce clair? Donc, ce que j'ai marqué ici, c'est delta 1. Alors, je mettrai en l'échelle logarithmique, je vais enlever le log si ça vous gêne. Ici, c'est delta 2. Ça, c'est delta 1 entre f et la solution entre f chapeau et la vraie solution. La vraie solution, si je l'appelle ça f étoile. Ici, c'est delta 2 entre la solution que j'obtiens, qui dépend donc de mu. Cette solution-là dépend de mu. Et la solution, la vraie solution. F étoile, c'est la vraie solution. Non, c'est pas clair? Oui. Lorsque mu tend vers 0, on peut imaginer intercepter l'axe des ordonnées. Ça veut dire passer de l'autre côté? Non, c'est-à-dire qu'on commencerait pour mu égale 0 avec delta de f1 et f étoile qui faut une valeur finie, pas forcément infinie. Oui, c'est ça, effectivement, c'est une valeur finie, donc ici, l'endroit qui est là. Et pareil pour mu 2. C'est pareil pour mu 2, ces deux axes-là, c'est grosso modo, donc effectivement, donc j'ai dessiné, mais lorsque mu tend vers 0, j'obtiendrai effectivement une valeur. Lorsque mu tend vers infini, j'obtiendrai une solution. Entre les deux, tout ce que je voulais dire, lorsque mu est petit, plutôt les variations, ça va être comme ça. Lorsque mu est grand, plutôt les variations, ça va être comme ça. Et entre les deux, on peut aussi imaginer que ça va être un peu grand. Alors, c'est très approximatif lorsque vous allez programmer, par exemple, ça. Rarement, on trouve une courbe comme ça aussi, que je viens de dessiner. Mais c'est l'idée générale. C'est une courbe en L. Et le point qu'on choisirait comme étant la valeur optimale, c'est l'endroit où la courbure de courbe est maximale. Le coin. D'accord? Alors ça, c'est une technique. Deuxième technique pour déterminer donc le paramètre de régularisation, c'est ce qu'on appelle la technique de validation croisée. Oui. Pour le delta 2. Bon, delta 2, on a dit que c'est la distance. Mais pour delta 1, c'est la distance. Le delta 1, c'est la distance entre les données observées et la sortie du modèle. X, c'est les données observées. Y, c'est la sortie du modèle. Mais là-bas, quand on parle de delta 1, c'est... Non, c'est pas... Alors, oui. Non, alors oui, vous avez raison. Vous avez raison, ici, effectivement. Ça n'aurait pas de sens. Ce serait delta 1 entre delta 1, ici delta 2. Ce serait entre G et HF. Oui. Mais HF qui a été calculé pour la valeur de mu. HF chapeau, exactement. HF chapeau calculé pour la valeur de mu. Vous avez raison, effectivement. Delta 1, c'est dans l'espace de mu 2 et delta 2, c'est dans l'espace de solution. Alors, deuxième donc, technique, c'est ce qu'on appelle cross-validation ou validation croisée. Alors, le mot validation croisée, oui. J'ai une question. Comment on trouve la mu chapeau optimale? Est-ce que mu chapeau optimale est 1? Parce que... Non. Mu chapeau optimal, c'est la valeur de mu. Regardez, comment
pour implémenter ça, vous commencez à choisir mu égale 10 puissance moins 8. Une valeur très petite. Vous calculez la solution. Vous savez calculer la solution qui dépendrait donc de cette valeur de mu. Ensuite, vous mettez mu égale 10 puissance moins 7. Ça vous donne... Alors, une fois que vous avez calculé ici, évidemment, vous allez calculer delta 1, qui est entre G et H F chapeau. D'accord? C'est cette valeur-là que ça vous donne cette échelle, ce point-là. Ensuite, vous mettez 10 puissance moins 7, ça vous donne ce point. 10 puissance moins... Vous allez donc de 10 puissance moins 8 jusqu'à 10 puissance 2, 10 puissance 3. Et pour chacune de ces valeurs-là, à l'échelle logarithmique, vous obtiendrez ces points-là. Donc vous obtenez cette courbe point par point. Il faut que vous résolviez donc le problème pour différentes valeurs de mu et vous obtenez donc ces points. Une fois que vous avez obtenu ces points, vous tracez une courbe et vous essayez de dire l'endroit le plus optimal, c'est l'endroit où je suis la courbe au maximal. Alors, validation croisée, c'est exactement la même. Enfin, c'est une technique exactement que je vais vous expliquer comment. Si on vous donne des données, vous faites l'inversion. Vous obtenez une solution qui dépend de mu. Vous êtes d'accord? Exactement comme ici. Je fixe la valeur de mu, j'obtiens une solution. Maintenant que j'ai cette solution-là, je le multiplie par H et j'obtiens ici un G chapeau. C'est en fait ça. G chapeau de mu. Et ici, qu'est-ce qu'on faisait? On comparait G avec G chapeau. Et la même chose, évidemment, simultanément ici, on calcule les delta 2, qui étaient entre F, chapeau mu, et F infini. Mais F infini, c'est fixé. Donc vous avez la valeur de delta 1, vous avez la valeur de delta 2, ça vous donne donc un point dans cet espace. Alors ici, le mot validation croisée, il s'agit de dire, voilà, G, c'est l'ensemble des données qui sont ici. J'ai un très grand nombre de données. Monsieur? Oui. Rapidement, avant de... je voulais revenir sur la courbe moyenne, mais lorsque mu tend vers 0, oui. Ça veut dire qu'on minimise delta 1, donc c'est delta 1. Oui, voilà, on minimise juste delta 1. Donc delta 1, optimalement, vaut 0. On le minimise, le minimum, c'est pas forcément égal à 0. Oui, enfin, juste pour dire, par exemple, si on prend f infini égale 0, parce que dans notre... Ah non, dans notre graphique, c'est pas, on ne croise pas la série d'abscisse, d'accord. C'est bon? J'ai pas compris là. En fait, parce que je me demandais que lorsque mu tend vers 0, on a delta 2 qui va avoir tendance plutôt à tendre vers l'infini. Et donc je me demandais s'il fallait pas inverser mu tend vers 0 et mu tend vers l'infini. Delta 1, lorsque mu égale 0, c'est delta 1 qui change. La valeur de delta 1. La valeur de delta 1. Non, attendez. Il ne faut pas aller donc vers 0. C'est les valeurs très petites. Peut-être je vais mettre mu petit et mu grand. Peut-être que les valeurs extrêmes que vous êtes en train de prendre, c'est ça, cela ça pose pas. Ici, je ne mets pas mu égale 0. Je mets mu une valeur très petite. D'accord? Pour cette valeur de mu très petite, je calcule la solution. J'obtiens F chapeau. Ce F chapeau des delta 1 n'est pas égal à 0. Oui, mais ce que je veux dire en fait, c'est que lorsque mu devient petit, on a delta 2 qui a tendance à devenir grande, puisqu'on va s'éloigner de notre solution F infini. D'accord. Ah oui, alors d'accord. Faut pas inverser. Donc vous êtes en train de dire qu'il y aura à changer les deux axes, c'est ça? Voilà. Mu grand et mu petit, oui peut-être. On revérifie. Donc ici c'est mu allant vers 0, et ici mu allant vers l'infini. Là non, parce que ça, non, moi je suis pas d'accord. Parce que si, supposons que le mu devient très petit, c'est le premier terme qui devient prépondérant. Voilà. Oui, mais et donc c'est la valeur de delta 1 qui va changer beaucoup en fonction de mu. C'était correct. Oui, mais si mu...
Non mais si mu devient petit, on a tendance à s'éloigner de f infini. Par exemple, si on prend f infini qui est la solution nulle pour l'énergie minimale, si on met mu petit, on a tendance à avoir quelque chose qui va suivre tous les points et qui sera loin de la solution d'énergie minimale. Alors, oui, mais quel va être le delta 1 alors dans ce cas? Parce que c'est pas le F. Bah, delta 1 va tendre vers 0 puisqu'on va passer par tous les points. Non, mais delta 1 pour la solution qu'on obtient. Oui. Le delta 1 pour la solution qu'on obtient, sa variation, delta 1 va jouer un rôle prépondérant lorsque mu est petit. Ça veut dire que sa valeur, une fois ça va être ça, une autre fois ça va être ça, une autre fois ça va être la valeur que ça va être ça. Pour chaque solution f chapeau mu que j'obtiens ici une distance différente. Et plutôt, la valeur de delta 2 risque de ne pas changer autant. C'est pas parce que Ah, mu oui, part vers 0 que delta 2 augmente. Alors, je pense que ça c'est correct. Ce que je viens de dessiner, c'est correct. Donc, en tout cas, programmer, c'est très simple. Vous choisissez une échelle allant donc de 10 puissance moins 8 à 10 puissance 3, en échelle logarithmique, c'est pas la peine de le faire en échelle linéaire. Pour chaque valeur de mu, vous calculez la solution. Une fois que vous avez calculé la solution, vous calculez delta 1, vous calculez delta 2. Connaissant la valeur de delta 2, connaissant la valeur de delta 1, il vous donne un point. Et on continue. Un point, et normalement, la forme que vous allez trouver, ça ressemble à cette forme-là. Et vous choisissez donc le point ici, le corbeau maximal, comme le point optimal. D'accord? Mais c'est très expérimental. Hein? Ce n'est pas un calcul analytique qu'on fait d'avance pour trouver la solution. C'est expérimentalement, on choisit une valeur de mu, on quadrille la valeur de mu, et en fonction des différentes valeurs de mu, on obtient delta 1 et delta 2, on obtient ces points-là, on trace la courbe, et on choisit donc la valeur qui est dans Alors, deuxième technique, validation croisée. L'idée c'est de dire, je vais prendre une des données, et je l'extrais, je le cache. Donc, je vais prendre G chapeau, dans lequel le donné numéro K, je l'ai enlevé. Je vais noter ça G, dans lequel j'ai enlevé le donné numéro K. G de moins K. D'accord? Alors, avec ça, je vais calculer la solution. Alors, cette solution-là, je vais l'appeler F chapeau de moins K. Avec cette solution, une fois que j'ai calculé, je peux calculer ici G chapeau de moins K. Et je peux aussi calculer G chapeau de K. Est-ce que vous suivez? Maintenant, l'idée c'est de dire, cette valeur-là que j'avais cachée, qui est G K, je vais le comparer avec ceci. Donc, G chapeau K moins G K. Je vais faire ça, une somme sur toutes les valeurs de K possibles. Évidemment, tout ça, il faut le répéter pour différentes valeurs de mu. Donc, le résultat, ici, dépend aussi de mu. Ici aussi dépend de mu. Ici aussi dépend de mu. Donc, ici, dépend de mu. Et ici, non. C'est ça. Et donc, je fais la somme sur toutes les cas possibles. Et ce critère-là, on appelle le critère de validation croisée. Autrement dit, vous êtes en train de mesurer le pouvoir de prédiction de votre méthode d'inversion. D'accord? Vous dites, imaginons que je n'ai pas observé le donné numéro K. C'est pas grave, avec le reste, je peux quand même trouver une solution.
une fois que j'ai trouvé la solution, je peux calculer la sortie. Et entre autres, je peux calculer aussi la donnée qui manquait. Ça veut dire prédire la donnée qui manquait. Donc, ça, c'est une prédiction des données manquantes, de données que j'ai cachées. Maintenant, je les compare. Je fais la somme sur tout. Vous voyez qu'il faut répéter cette inversion un très grand nombre de fois. À chaque fois, pour différentes valeurs de mu. Et vous allez dessiner ensuite, en fonction du mu, le critère de validation de croisée de mu. Vous commencez à dire mu égale 10 puissance moins 8, pareil. Vous cachez une des données. Vous résolvez le problème, vous obtenez la valeur de G chapeau. Et vous répétez ça autant de fois. À la fin, vous calculez une valeur de V chapeau de mu. Une deuxième valeur, une troisième valeur, une quatrième valeur, etc., etc., etc. Et pour montrer que dans la plupart des cas, il peut y avoir un minimum. Et évidemment, on choisirait donc la valeur de mu de telle sorte que l'erreur de prédiction soit le plus faible possible. Le critère de validation croisée soit le plus faible possible. Oui. Mais on est quand même très dépendant, c'est du quadrillage qu'on fait sur mu. Évidemment, comme ici, c'est aussi. Dans les deux cas, il faut faire un quadrillage sur la valeur de mu. C'est ça, vous choisissez la valeur de mu égale 1 point, 2 points, ça dépend donc de puissance de calcul que vous avez. Soit vous faites un quadrillage très serré, soit vous faites un quadrillage plus lourd. Parce que si on fait trop large, on peut louper le minimum. Alors, évidemment, donc si vous prenez un point ici, un point ici, peut-être qu'évidemment vous êtes passé au-dessus de l'autre. Ce sont deux méthodes expérimentales pour trouver donc la bonne valeur. Ok. Voilà donc comment ça fonctionne. Alors même si voilà donc, ça c'est le critère de validation croisée. Alors il y a ce qu'on appelle validation croisée généralisée. Alors validation croisée généralisée. C'est tout simplement venir et pondérer ces erreurs en fonction donc de leur importance. Pourquoi? Parce que on peut, par exemple, imaginer que lorsque je cache le premier point, ou que lorsque je cache le point qui est au milieu, ou lorsque je cache le point qui est à la fin, peut-être qu'ils n'auront pas la même importance. Donc je pourrais mettre ici des poids différents, éventuellement. Mais le principe c'est la même chose. On calcule soit le critère de validation, soit le critère de validation croisée, validation croisée généralisée, et ensuite on obtient donc la valeur de mu. Voilà donc trois techniques pour déterminer donc, la solution. Par contre, il y a un point pour l'instant qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Je vous ai dit, on calcule la solution. Oui, on calcule la solution, mais comment? D'accord? On va discuter maintenant, je dirais, combien ça coûte tout ça. Parce que vous voyez que ici, qu'il soit ici, dans les deux cas, vous devez résoudre ce problème-là un très grand nombre de fois. Imaginez que vous avez 1024 points. En fait, il faudra que vous résolviez le problème 1024 fois pour une valeur de mu donnée. Après, vous faites le quadrillage que vous voulez et vous voyez combien de fois vous devez résoudre le problème avant d'obtenir le critère de validation de la même chose ici. Donc ça va coûter très cher. Donc c'est très important que je vous dise quelles sont les techniques qui permettent d'effectuer cette inversion. Et le coût est très important. Ces techniques-là, par exemple, jusqu'à il y a 30 ans, vous ne pouvez pas pratiquement donc l'utiliser parce que ça coûtait extrêmement très cher.
Et les premières applications de technique de validation croisée, c'est effectivement lorsque c'était en 1D, ou des problèmes inverses en 1D. En 1D, c'est ici le nombre de points, c'est 1024 par exemple, 2000. En 2D, ça fait 2000 par 2000, ou 1000 par 1000. En 3D, ça fait 10 puissance 9. Oui. Pourquoi on est obligé de faire de la validation croisée pour tous les points? On ne peut pas sélectionner que des points. Ce que effectivement on peut faire, c'est on n'est pas obligé donc de faire ça. Ça, c'est la partie théorie. Maintenant, en pratique, au lieu de cacher juste une donnée, on peut par exemple prendre une donnée sur deux, le faire seulement 2 fois. Cacher la moitié de données, et à partir de l'autre moitié, ou en tout cas, découper l'ensemble de données en quelques blocs, et les blocs, les faire sortir. Mais théoriquement, c'était ça. À l'origine, c'était, il fallait calculer ce critère-là, qui était la somme de toutes les erreurs de production sur toutes les données. Mais effectivement, en pratique, aujourd'hui, on peut implémenter ça et obtenir un résultat qui n'est pas très différent si, au lieu de cacher juste une seule donnée, le faire en 2 fois seulement, cacher la moitié de données, un point sur 2 par exemple, et après l'autre point sur 2, et le faire seulement 2 fois. Ou bien 3 fois, ou 4 fois, etc. Donc effectivement, au niveau de mise en œuvre et d'implémentation, on peut faire des approximations. Alors d'autre part, on peut, par exemple, validation croisée, l'implémenter lorsqu'on calcule la solution d'une manière récursive. Alors, c'est là les différentes techniques d'obtenir la solution que je vais vous en parler. Par exemple, obtenir une solution d'une manière récursive, ça veut dire quoi? Récursif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une seule donnée que j'observe, je calcule la solution. 2 données qui arrivent, je calcule la solution. 3e donnée qui arrive, je calcule la solution. Ça, c'est par les techniques de filtre de Kalman. Et dans ce cas, si vous implémentez ça de manière récursive, vous pouvez dire que lorsque je suis par exemple ici, les données qui ne sont pas là encore, je vais les considérer comme des données que j'ai cachées. Et après, quand ça arrive, je vais l'utiliser pour calculer la valeur de le critère de validation croisé, on peut le calculer de manière récursive. Mais bon, ça c'est beaucoup de détails au niveau de mise en œuvre, que je vais vous en parler un petit peu ici. Bien, donc les aspects calcul. Comment calculer la solution? Alors, on va reprendre ici le bloc qui est ici. Comment faire ce calcul? D'accord? Donc l'aspect calcul. La première méthode, si vous vous rappelez, c'était de calculer comme ça. Autrement dit, en MATLAB, écrire 1 de H qui multiplie par G. D'accord? Bon, ceci, ça ne marchera jamais. Parce que souvent H n'est pas inversif, on en avait déjà parlé. H ne peut pas être même carré, donc on en avait parlé. Imaginons que c'était carré, mais c'est surtout aussi question de dimension. Si H est de dimension n par n, ce calcul demande n puissance 3 opérations. Opération de multiplication. Alors, sachez que, évidemment, pour les jouer, on peut le faire, mais même pour un problème de déconvolution en 1D, si vous avez 1024 points, la matrice H est de dimension 1024, 1024. Donc n égale 10 puissance 3. Donc si n égale 10 puissance 3, ici vous avez donc 10 puissance 9 opérations. Alors en restauration d'image, n'en parlons pas. En 3D, n'en parlons pas. Donc, ce n'est pas une méthode qu'on peut appliquer. Ensuite, nous avions donc des solutions qui étaient sous la forme de H transpose H plus, si je prends donc la technique de régularisation quadratique, c'était ça.
Alors, je prends même le cas plus simple. Alors, ça, l'utilisation à proscrire, ça c'était la solution que nous avons proposée pour le cas de régularisation quadratique. On avait dit que ça marche si on choisit bien la valeur de mu. D'accord? Et c'est ça qu'il faudra faire ici. D'accord? Mais ça, c'est la même chose. Le nombre d'opérations, ça reste quand même encore très élevé. Mais ça c'est quand même inversible. Au moins, par rapport au cas précédent, c'est inversible. Et si on a bien choisi la valeur de mu, on n'a pas de problème d'instabilité numérique. Mais ça nécessite quand même toujours n puissance 3 aux 4 équations. C'est une opération. Oui. Si on résout linéairement le système, c'est en N3 opérations aussi. C'est pareil, oui. Oui. Dans le cas, lorsque vous avez un système de dimension, si le système est plein, c'est exactement, c'est là que je vais en revenir. D'une manière générale, lorsque vous avez un système d'équations n inconnu, n observations, ça veut dire une matrice n par inversée, que vous faites 1 de h multiplié par g, ou que vous faites h dans MATLAB g, ce serait la même chose, le même coût de calcul, ça veut dire l'opération n puissance 3. Donc, ça aussi, d'accord. Vous allez voir que ça, c'est effectivement, on écrit comme ça parce que c'est facile à comprendre, à analyser, mais en pratique, on ne va pas faire ça. Alors, troisième approche, c'est qu'en fait, il faut utiliser l'utilisation de la structure de la matrice H. Suivant l'application, la matrice H n'est pas quelconque. La matrice H, par exemple, dans un problème de convolution, la matrice H, c'est une matrice de Toeplitz. Ça veut dire que c'est une matrice qui est juste, il suffit de connaître la première ligne et la première colonne pour connaître partout. Une matrice de Toeplitz, c'est une matrice dont chaque ligne s'obtient à partir de la ligne précédente en décalant vers la droite. Je peux vous montrer donc un exemple pour les situations où la matrice Toeplitz apparaît. Où il y a des situations, par exemple dans le cas de tomographie, c'est une matrice où, sur chaque ligne, le nombre des éléments non nuls est très faible. C'est une matrice qui est pleine de zéros. C'est une matrice creuse. Donc, parmi les structures qu'on peut trouver couramment, c'est Toeplitz. Alors, il y a aussi la matrice circulante. Il y a la matrice creuse. Alors, évidemment, en 1D, alors, matrice de Toeplitz, je vous redonne la définition pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une matrice dont chaque ligne s'obtient à partir de la ligne précédente en décalant vers la droite. Donc, il faut connaître la première ligne et la première colonne pour le connaître partout. Matrice de Toeplitz, je vais vous dessiner ici. Toeplitz, c'est une matrice dont les éléments qui sont ici, tous sont identiques. Donc, je pourrais l'appeler ça A, B, C, D. Donc, tout ça, c'est B. Tout ça, c'est C. Ainsi de suite. Donc, ici, vous avez B', C', etc. Donc, connaissant la première ligne et la première colonne, vous connaîtrez toute la matrice. Une autre chose que je n'ai pas dit, c'est non seulement une question de calcul ici, mais c'est aussi une question de quantité de mémoire nécessaire. Si vous êtes effectivement en 1D, 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, ça va. Ça fait 1 mégaoctet, c'est pas énorme. En 2D, tout de suite, ça va faire quoi? 1 giga. En 3D, ça va faire 1000 gigaoctets, si vous aviez pour chaque valeur un octet. Vous voyez qu'au fur et à mesure que, suivant la dimension, les choses peuvent devenir très différentes. Non seulement des coûts des opérations, mais aussi la mémoire qui est nécessaire pour pouvoir conserver la matrice H. Alors que si la matrice est Toeplitz, vous voyez que tout de suite, il suffit juste de connaître la première ligne, la première colonne,
et on connaîtrait la matrice. Donc on gagne en mémoire, et on va voir tout à l'heure qu'on peut aussi éventuellement gagner en coût de calcul. Une matrice circulante, c'est une matrice qui est... Il suffit de connaître la première ligne, n'importe Z, je prends une matrice 26 par 26, et la deuxième ligne s'obtient à partir de la première ligne en décalant vers la droite, sauf que ceux qui sortent ici rentrent ici. Et ça continue. D'accord? Comment? Donc, alors, une matrice circulante, donc il suffit de connaître la première ligne pour connaître l'ensemble de la matrice. De plus, pour une matrice de Toeplitz, j'appelle ça T, j'appelle ça C, T-1 n'est pas forcément Toeplitz. Malheureusement. Par contre, pour matrice circulante, C-1 est aussi circulante. Alors, vous voyez que ça va être tout de suite, si on a cette structure-là, on va pouvoir gagner énormément en temps de calcul. Pourquoi? Parce que lorsque je voudrais calculer l'inverse, il suffit que je calcule juste l'inverse seulement pour la première ligne. Une fois que j'ai calculé juste pour la première ligne, c'est bon. Donc vous voyez que vous pouvez réduire d'un facteur n tout de suite grâce à ça. Mais on peut aller même plus loin et gagner un facteur n log de 2 avec les techniques de FFT. Je vous en parlerai probablement sur 9. Et finalement, les matrices creuses, troisième situation, c'est une matrice dont le nombre des éléments non nuls est très faible. Vous voyez que dans ce cas, tout de suite, déjà vous pouvez gagner en mémoire. Parfois, ça peut arriver seulement avoir 10%, 1% même, des éléments non nuls. Donc vous pouvez gagner déjà en mémoire, mais aussi lorsque vous voulez faire des calculs de cette matrice multipliée par un vecteur, par exemple, ben, si vous ne comptez pas donc les éléments 0, vous pouvez gagner énormément en calcul matriciel. Mais par contre, je ne peux rien dire sur l'inverse. Le seul cas où je peux dire quelque chose, c'est le cas de circulante. Je sais que mathématiquement, on peut montrer que l'inverse est aussi circulante, mais dans les deux autres cas, on ne peut rien dire. Donc, technique, utilisation de la structure de la matrice H. Alors, ça, ce que j'ai marqué, c'est en 1D. En 2D, ça va faire des matrices, ce qu'on appelle bloc Toeplitz. Autrement dit, c'est une matrice qui est par bloc, et c'est les blocs qui se répètent. Alors, en 2D, on parle des matrices Toeplitz, bloc, Toeplitz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une matrice qui est Toeplitz, mais dont chaque élément, c'est une matrice de nouveau. Mais cette matrice-là est Toeplitz. Ça, par exemple, on le trouve en restauration d'image. En déconvolution d'image, on trouve cette structure-là. C'est pareil, on peut trouver circulant, bloc circulant. Et on peut trouver aussi bloc, matrice creuse en bloc. Donc, troisième méthode. Alors, ces méthodes-là sont des méthodes très spécifiques. Je vous en parlerai donc du cas de Toeplitz et de circulant, plus particulièrement pour une application en déconvolution d'image. Mais allons aussi voir s'il y a d'autres techniques plus générales qui n'ont pas besoin, parce que quand je dis la matrice est Toeplitz, mais ça dépend de l'application. Ça veut dire que dans l'application, si vous avez la chance que la matrice soit Toeplitz ou que la matrice soit circulante, d'accord, vous pouvez utiliser ces méthodes-là.
Mais nous, on voudrait chercher des méthodes qui soient plus générales. Et parmi les méthodes plus générales, c'est, puisqu'on définit la solution comme étant, donc troisième méthode, c'est les méthodes itératives. Méthode d'optimisation, méthode itérative. Ben, c'est cette solution-là que j'ai marquée ici. En fait, c'était quoi sa définition? Comment on est arrivé à ça? On avait défini la solution comme étant argument qui minimise un critère. Et ce critère-là, c'était, par exemple, ça. Par exemple, mais on peut en définir d'autres critères. C'était pour cet exemple précis avec D égale identité que je trouverais ça. Si D n'était pas égal identité, je trouverais mu fois D transpose D. D'accord? On avait déjà vu ça. Donc l'idée, c'est d'utiliser ça, autrement dit, écrire un algorithme d'optimisation pour arriver à, sans inverser explicitement cette matrice, arriver à cette même solution. D'accord? Donc l'objectif, c'est d'arriver à la même solution, mais sans inverser explicitement la matrice. On va y gagner, on va voir, on va y gagner en plusieurs, on va y gagner au niveau de mémoire, et on va y gagner au niveau donc de temps de calcul. On va voir pour quelle raison. Alors, bon, ben, si je voudrais optimiser donc un tel critère, bon, évidemment, il faudra vérifier que le critère est dérivable. Si le critère est dérivable, ça veut dire si je suis capable de calculer le gradient de critère, et le gradient de critère, ici c'est le cas, ben, le gradient de critère, on l'a déjà vu, c'est par exemple ça. Ok? Alors, suivant donc le contexte. Si on peut calculer juste le critère, mais on ne peut pas calculer sa dérivée, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver des situations où le critère n'est pas dérivable. Ben, je suis en train d'essayer exactement de vous en parler. Donc si on ne connaît que, si on ne peut calculer que le critère, et c'est tout. Là aussi, il existe encore des méthodes. Mais la solution la plus simple, c'est de dire, bon ben, si c'était en 1D, mais je vais calculer la valeur du critère. Et je vais voir quelle est la valeur qui correspond au minimum. Mais vous savez que ça, c'est lorsque f c'était un scalaire. Mais dans notre cas, f c'est quoi? C'est un vecteur de dimension 1 million. Donc vous êtes dans un espace de dimension 1 million. Il n'est pas question donc de pouvoir faire ça. Cependant, il existe encore des techniques de Monte Carlo qui permettent donc d'obtenir de manière approchée donc une solution optimale. Donc, vous avez des techniques. Bon, nous, c'est pour ça que je ne vais pas en parler beaucoup plus de ces techniques-là. Nous, très souvent, on peut calculer le gradient. Alors, si on peut calculer le gradient, l'idée c'est d'utiliser un algorithme du gradient, un algorithme qu'on appelle des algorithmes de type gradient, parce qu'il y en a plusieurs versions. En gros, l'idée c'est quoi? Mais imaginez que vous cherchez à trouver le minimum qui est la solution qui est ici. Un algorithme itératif commence comment? Il commence par une initialisation. Alors, ce que je vais mettre en haut, entre parenthèses, c'est le numéro d'itération.
le numéro d'itération pour l'initialisation, on met 0. Il faut initialiser. On peut initialiser par 0, pourquoi pas. Ou par n'importe quel. Alors, très souvent, une solution qui est raisonnable de faire, c'est initialiser par exemple par ça. Parce que ça coûte pas cher. D'accord? Ensuite, les itérations. Au cours des itérations, qu'est-ce qu'il faut faire? Et au cours des itérations, on vient de modifier la solution à l'itération K plus 1 en prenant donc la solution à l'itération K et on lui rajoute quelque chose. Je vais vous montrer donc l'exemple ici. Imaginez que je vais commencer par ça. Ça c'est 0. Pour ce point F0 que j'ai choisi, je vais calculer la valeur de critère. Et je vais calculer la valeur de gradient de critère. Le gradient, c'est quoi? C'est la pente. Ben, si vous êtes quelque part dans la montagne, et si vous cherchez effectivement donc d'aller vers le minimum, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez, vous essayez donc d'aller dans la direction où le gradient descend. Voilà. Donc l'idée exactement c'est là. Je vais modifier la valeur, l'endroit où j'étais. Ici, le gradient c'est dans ce sens, l'opposé du gradient c'est dans ce sens. Autrement dit, il me dit le minimum c'est par là. Il faut aller par là. Il faut aller plutôt à droite ici. Si j'avais commencé ici, il me dira il faut aller dans l'autre sens. Donc je vais aller dans cette direction-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ce serait F chapeau à l'itération 1. Et après, de nouveau ici, je recalcule le gradient. Il me dit encore il faut aller là. Mais si je me trouve ici, au prochain coup, il va me dire non, ben reviens en arrière. Donc, l'idée de méthode d'optimisation, c'est ça. Je calcule la solution à l'itération précédente, je l'ai, je sais où je suis à l'itération précédente. Je vais aller dans le sens opposé du gradient. Et le sens opposé du gradient, c'est ça. Je vais changer le signe ici. Donc ici, je vais avoir alpha fois, alpha on appellera donc le pas en direction du gradient, en direction de l'opposé du gradient. Et ici, je vais avoir quoi? H transpose G en HF, mais HF à l'itération K, plus L- une fois. Alors, le 2 aussi, je l'ai rempli dans alpha. Alpha, on appelle le pas. Alors, évidemment, le pas, il ne faut pas choisir trop grand. Quand vous descendez, si vous prenez un grand pas, vous risquez de remonter, passer de l'autre côté, donc le minimum. Et si vous prenez un pas très petit, ben, vous mettrez beaucoup de temps pour y arriver. Si alpha est petit, vous êtes sûr d'y arriver, mais ça mettrait